Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AFC. Pendant 52 minutes, nous allons vous commenter toute l'actualité du football. Avec tout d'abord les principaux titres, nous parlerons de la crise qui secoue le football béninois. Nous parlerons également de la CAN de beach soccer au Maroc, dont le tirage au sort a eu lieu hier au Caire. Et puis le Classico en France qui a tenu toutes ses promesses malgré une ambiance malsaine et les attaques du Paris Saint-Germain. Nous allons y revenir. Et avec nous pour évoquer toutes ces questions, il y a tout d'abord Lassana Camara. Lassana, bonsoir. Bonsoir José. Lassana qui est un spécialiste du football mauritanien, toujours. Toujours. Et puis aussi de toute l'Afrique que vous suivez de près. De près. Et nos éditorialistes, tout d'abord, Sami Mochtabi. Bonsoir José, bonsoir à tous. Et puis Saïd Afizi. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Une question pour vous permettre de réagir sur nos réseaux sociaux. Êtes-vous favorable justement au développement du beach soccer sur notre continent? Vos réponses également sur fc@africa24tv.com. Quelles sont les grandes surprises de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération et la crise au sein du football béninois? C'est à la une de l'FC. Les 16e de finale de la Ligue des Champions, voyons les matchs et surtout les prochaines rencontres et les adversaires de chacune des équipes. Alors, sur le tableau que vous allez voir, USM Alger rencontrera les Guinéens de l'AS Kaloum, les Congolais de Sanga Balande contre les Saoudiens d'El Hilal. Vous voyez les autres matchs avec AC Léopard contre Smoua d'Égypte. Il y a les Marocains du Maghreb de Tétouan contre Al-Ali. Ça va être un gros choc pour ces 8e de finale. Il y a aussi encore un autre choc. Raja de Casablanca contre l'entente Sétif. Et nous allons écouter les premières réactions tout d'abord de M. Sami Mochtabi. Oui, comme on peut le voir, on a de très beaux chocs, surtout les équipes marocaines, hein, comme on peut le voir, parce que Tétouan qui va jouer contre Al-Ali, c'est pas facile du tout. Al-Ali part clairement favori. Et un très beau match entre le Raja Casablanca, qui est, bon, comme tout le monde le sait, un grand club africain qui revient en C1. Ça faisait 2 ans, il me semble, qu'il n'avait plus joué la C1. Donc oui, c'est une bonne chose. Et contre Sétif, le vainqueur, le champion en titre, ça va être un très gros choc. Et le Raja a ses chances. S'il propose un peu, on va dire, le même niveau qu'ils avaient proposé lors du championnat du monde des clubs 2013, pourquoi pas une surprise marocaine et le retour du football de club marocain sur le continent africain, ce serait une bonne chose, je pense. Tout à fait. Alors, Saïd, avec vous, nous allons plus parler des surprises avec AS Pikine, Enyamba, Kaizer Chiefs, Magasport, et Canopillard, et surtout Coton Sport. Ce sont des clubs qui ont été qualifiés. Ce sont des clubs qui vous parlent, hein. Kaizer Chiefs, non, n'a pas été qualifié. Kaizer Chiefs a été éliminé. Kaizer Chiefs. Donc, qui ont été éliminés. Oui, qui ont été éliminés. Donc c'est des clubs, oui, c'est des clubs qui, pour certains, ils n'ont pas tous le même niveau. C'est des clubs qui sont sur une pente ascendante. Pour la plupart, certains, c'est. Oui, exactement. Coton Sport est bien plus connu que les autres, mais c'est des clubs qui ont déjà participé à la C1. C'est des clubs qui par moment arrivent et repartent d'une année sur l'autre et ont du mal justement à se structurer pour rester à ce niveau-là de compétition. On peut aussi noter la présence du stade malien à ce stade de la compétition. Donc ça, c'est intéressant parce que ça fait un moment qu'on le voit évoluer très positivement. Donc ça, c'est une bonne chose et c'est Mamed qui va être content. Oui, la Coupe de la Confédération maintenant avec les principaux matchs que vous allez également découvrir pour ces 8e de finale, des matchs qui sont prévus qu'en avril. Alors, CF Mounana qui va rencontrer l'équipe d'Orlando Pirates. Il y a aussi le club de TBD de Djoliba contre le club africain. Vous voyez les autres matchs, les Égyptiens de Zamalek qui sont là, qui vont rencontrer FUS. Donc là, ça va être aussi un très beau match. Et puis, quoi d'autre parmi les rencontres? Nous avons Royal Léopard contre AS Vita Club de RDC. Alors, Lassana Camara, est-ce que vous avez un regard, vous traitez ça sur votre site, est-ce que vous avez un regard sur la Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions? La Coupe de la Confédération et la Ligue des Champions africaines, on a un regard sur ça, on est obligé de le regarder quand on s'intéresse au football africain. Moi, là, ce qui est intéressant avec la Coupe de la CAF, ce sont les anciens leaders de la C1 qui sont basculés là. On a le Zamalek qui est là, on a l'ASEC Limosa qui est là, on a le Orlando Pérez de
de l'Afrique du Sud qui sont là. C'est de gros cylindres du football africain qui sont dans cette coupe-là. Ça serait intéressant cette année avec la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF, parce que le football africain maintenant, c'est le haut niveau maintenant avec le Stade Malien, la Ligue des Champions, Raja Casablanca contre Sétif. C'est des matchs qui équivaut à un match Real Madrid-Juventus à des regards près, quoi. De football africain, il y a quelques clubs qui sont là. On va faire court, hein. On va faire court, qui participent au jeu, mais les équipes maghrébins, tunisiens, marocains et égyptiens, c'est le gros cylindre du football africain, ils répondent toujours présents. Tout à fait. Samy, je vous ai vu laver la main. Juste un tout petit bémol sur cette Coupe de la CAF. Bien sûr, il faut attendre que les équipes éliminées justement des huitièmes de finale de la Ligue des Champions redescendent, sans reverser en Coupe de la CAF pour vraiment déterminer les forces en présence, puisqu'on a vu les chocs qui s'annoncent en C1. Forcément, de gros morceaux africains vont descendre en Coupe de la CAF et généralement, ce sont eux qui remportent cette compétition. Comme en Europe, précisément. Exactement. Merci, Samy, d'avoir apporté cette précision. Nous allons parler maintenant du championnat au Gabon. Vous le savez, c'est la première journée. Pour l'instant, c'est Akanda qui est en tête après un seul match. Magasport est deuxième et Missile est à la troisième place. Alors, est-ce que, messieurs, vous regrettez que le coup d'envoi de ce championnat ait pu démarrer avec beaucoup de retard? Lassana, et juste après ça, il va intervenir. Je le regrette fortement. 10 mois d'absence, des joueurs qui ne sont pas payés. Le Gabon, je pensais que le football gabonais, après la Coupe d'Afrique 2012, ils ont parlé de professionnalisme du football gabonais, mais du professionnalisme en trompé l'œil. Ils ont pris des experts brésiliens, des experts espagnols qui sont venus là-bas à l'emporte-pièce, des experts qui sont payés à 3 millions d'euros, mais ils n'ont rien foutu, ils ne connaissent pas les réalités du football africain. Et du coup, c'est du bric-au-broc. Le championnat a commencé, mais tout n'est pas réglé parce qu'il y a des joueurs qui ne sont pas payés depuis un certain moment, des clubs qui n'ont pas eu de subventions. Le 28 mars dernier, il y a des clubs qui ont eu leur subvention de 2014. Et là, ça ne va pas. Il y a un peu d'aberration. Nous allons écouter également Saïd sur ce dossier. Oui. Le football gabonais, vous avez l'impression que les dirigeants se sont un peu moqués du peuple? Non, peut-être pas quand même. On a reçu ici même sur le plateau le représentant des joueurs du championnat local gabonais qui nous expliquait à juste titre qu'il y avait un certain nombre de joueurs qui n'étaient pas payés, que l'argent qui était versé par la FIFA, par la CAF, etc., à un moment donné n'atterrissait pas dans les structures des clubs pour pouvoir financer les infrastructures, pour pouvoir financer les salaires des joueurs, etc. Donc ça, c'est un comportement qui est profondément inacceptable, parce que ces joueurs-là, malgré toutes ces difficultés-là, ils continuent à jouer au foot. Ils ont des familles à nourrir, etc. Donc ils sont profondément dans l'embarras. Et ça, en 2015, c'est juste inacceptable. Merci Saïd. Alors écoutons deux personnages importants justement qui vont peut-être corroborer, enfin le premier, le président justement Jean-Boniface Assélé, président du club d'Ombi et Azimia, et qui est trop remonté justement contre cette reprise du championnat. Et puis le nouveau président de la LINAF, Ligue nationale du football professionnel au Gabon, M. Brice Djambou, qui tente de calmer les ardeurs. Ils sont tous les deux au micro de Douglas Toutoumé. Écoutez-les. On n'est pas d'accord avec les consultants qui nous ont trompés. Il y a eu une escroquerie vaste qu'on n'a pas encore dit. Donc moi, personnellement, si c'est ça, je dis non. Vous ne jouez pas sur mon stade, vous vous débrouillez. Nous allons prendre le train en marche. C'est vrai que les voix sont élevées, mais comme je l'ai dit, au sortir de cette salle, nous allons nous mettre au travail et discuter avec le propriétaire des installations pour que nous arrivions à lui faire accepter, ne serait-ce que pour la première journée, que nous puissions démarrer. Voilà, donc nous souhaitons bon vent à ce championnat gabonais. Au Bénin maintenant, le football traverse depuis un certain temps une petite crise liée aux divergences entre le ministère des Sports et les acteurs chargés de la gestion de ce football. Bois de fer entre le gouvernement béninois et le nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Le reportage de Lefty Ounou, avant de retrouver justement Joseph-Antoine Bell et bien sûr le plateau ici. Tout de suite, ce sujet. La crise au sein de la famille de football béninois n'a pas encore connu son épilogue.
Après l'élection du 30 septembre 2013, de nouveau président à la tête de la Fédération béninoise de football FBF, les responsables du ballon rond béninois se fixent des objectifs, notamment la normalisation des activités du football et la mise en œuvre des réformes. 1 an et demi après, le gouvernement procède au retrait de l'agrément de l'instance faîtière du football. Le travail était vaste, le chantier était vaste. Il fallait laisser le temps au temps. Et avec ce comité exécutif, il y a eu des efforts. Il faut quand même se dire la vérité. Il y a eu des efforts parce que, au-delà de tout, il y a un championnat qui se joue, qui se jouait jusqu'à présent. La nouvelle de ce retrait d'agrément a été rendue officielle par le communiqué du Conseil des ministres en date du vendredi 27 mars dernier. Cette situation porte un coup dur au championnat qui était à sa 10e journée. Ça ne va pas du tout. Nous qui avons les centres de formation, il n'y a pas la promotion. Bon, après, c'est pour aller chercher des joueurs à l'extérieur, pour faire la nationalité béninoise. Nous, ça nous fatigue. Qu'ils laissent tomber toutes les considérations politiciennes et qu'ils reviennent, ils remettent la balle à terre et qu'on fasse une grande réconciliation sincère. Une réconciliation sincère au niveau des acteurs de football. On s'assoit et on discute. Le 2 avril, la Fédération béninoise de football, présidée par l'honorable Augustin, a présenté à la famille du foot les prétextes avancés par le gouvernement. Pour un football en pleine construction, il va falloir que le gouvernement ne perde pas le temps. Il doit prendre les dispositions pour que ce retrait d'agrément ne soit pas une opportunité de règlement de compte, mais une opportunité à saisir pour mieux répartir et donner la chance aux acteurs du football et à une nouvelle génération de joueurs. Voilà, que c'est compliqué. Nous avons Joseph-Antoine Bell avec nous, notre spécialiste. Alors, Joseph, que pensez-vous de cette situation? Est-ce que c'est le président de la fédération, justement, M. Augustin Aouan-Voeblo, qui a pris justement trop d'autonomie par rapport au ministère? Mais, déjà, bonjour à tous, j'allais vous oublier, vous, et nos téléspectateurs. Je pense que la fédération béninoise, comme certaines autres fédérations en Afrique, est plongée depuis longtemps dans une turbulence qui semblait interminable. Ça fait des années et des années qu'il y a des problèmes au sein de la fédération et j'ose croire que la décision de l'État, donc du gouvernement, de pouvoir retirer l'agrément est simplement aujourd'hui la marque de l'exaspération de ceux qui observent ce football s'entre-déchirer. Et je pense aussi que ça doit être l'occasion de tout reconstruire. D'abord, il faudrait que les gens reviennent à la définition de la fédération. La fédération ne se construit pas d'en haut, elle se construit d'en bas. C'est-à-dire que ce sont les acteurs du foot, notamment donc les clubs, parce que ce sont les associations qui sont membres de la fédération, qui fondent une fédération et qui vont obtenir auprès de l'État l'agrément pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir organiser des compétitions au nom de l'État, pour pouvoir délivrer des titres de champion du Bénin. Joseph, dernière question sur ce dossier. Lorsqu'il n'y a plus d'agrément, il n'y a plus de pouvoir, justement, et nous allons peut-être vers de nouvelles élections. Est-ce que, selon vous, l'élu doit partager le même avis aussi que le ministère? Comment voyez-vous l'avenir? C'est pas qu'il doit partager le même avis que le ministère. En réalité, c'est pas avant d'en arriver aux élections. Si on vous retire l'agrément, logiquement, ça veut dire que la fédération n'existe plus et que les clubs doivent se rendre compte, les membres, pour parler juridiquement, les membres de cette association appelée fédération doivent se rendre compte qu'ils ne sont plus reconnus. Si vous n'êtes pas reconnu, il vous faut reconstituer une nouvelle association et aller prouver son utilité publique auprès des autorités de l'État pour pouvoir obtenir un agrément, lequel s'obtient en remplissant un cahier de charges. Donc, il faut demander au ministère qu'est-ce qu'il faut respecter, et ça, c'est pas que des points juridiques. Il y a l'éthique d'abord, et je crois que c'est toujours sur la base de l'éthique, du non-respect de l'éthique, qu'on retire un agrément. OK. Joe, merci. On vous retrouve dans la troisième partie pour parler de votre ancien club parce que vous étiez dans les buts de l'OM.
On se souvient, peut-être pas tous les téléspectateurs, mais on va voir aussi quelques images de vous tout à l'heure. Merci Joe, à tout de suite. Nous allons écouter M. Augustin Aouan Voeblo, qui se confie à Africa 24 après son élection en 2013. Ce serait une révolution dans le football du Bénin. Je vous assure. Nous devons tout faire pour mobiliser suffisamment de ressources. Nous devons tout faire pour amener le peuple béninois au stade, parce que les Béninois aiment le football. Nous devons les amener au stade parce que nous allons produire du bon football. Nous allons faire du football professionnel et nous allons tout faire pour que notre équipe nationale soit une équipe digne, représentative et qui puisse apporter de très bons résultats pour le peuple, pour le bonheur du peuple. Avant de retrouver le football mauritanien, messieurs, en quelques mots, vraiment. Saïd, tout d'abord, que pensez-vous de la situation béninoise? La situation du Bénin est triste parce que c'était une nation que je suivais à titre personnel depuis la Coupe d'Afrique 2004 où ils avaient affiché une superbe prestation malgré leur élimination précoce. Depuis, ils avaient fait un certain nombre de matchs très très intéressants et pour moi, ça devait être, si vous voulez, une nouvelle nation émergente du continent comme le Burkina Faso, etc. Donc je misais beaucoup vraiment sur cette nation du Bénin. Sessegnon ne vient quasiment plus en sélection. Ils ont un joueur qui s'appelle Rudy qui joue numéro 9, qui est un joueur d'avenir très 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 intéressant. Ils ont un arrière droit aussi qui évolue à Caen de mémoire. Donc c'est une équipe qui c'est triste parce qu'ils ne méritent pas ça. C'est une équipe qui pour moi a la possibilité, les écureuils du Bénin, de voir plus loin que ce qu'ils font actuellement. Okay. Samy, un petit mot. Je vais vous demander d'être plus rapide que Saïd. Je vais le faire. Oui, c'est quand même dommageable. Espérons que justement ces nouvelles élections permettent de faire un petit peu avancer ce football béninois. Replaçons le football au centre du débat. Il faudrait que l'ingérence du gouvernement sur la fédération béninoise s'arrête. Maintenant, c'est souvent le même problème en Afrique. Il n'y a plus qu'à espérer. Exactement. Merci Samy d'avoir été vraiment précis et bref. Nous allons parler du football mauritanien. Il y avait 2 matchs amicaux. Vous le savez, donc, avec l'équipe de la Mauritanie et son nouvel entraîneur, justement, Corentin Martins. Nous allons voir d'ailleurs le match contre le Niger, où la Mauritanie l'emporte 2-0 avec un penalty, justement, d'Adama Ba. Et ensuite, Adama Ba encore qui réalise le doublé. Et, c'est Mamadou Niass qui marque le deuxième but. Mamadou Niass. Ah bon, eh bien écoutez, les journaux et les sites internet ont un peu menti, ils ont mal vu. Ils ont mal vu. Ils ont mal vu, vous confirmez. Alors Alassana, c'est une nouvelle équipe de la Mauritanie? Une nouvelle équipe de la Mauritanie, un nouveau entraîneur. La Mauritanie, le palmarès est vierge sur le plan africain. On a un nouveau entraîneur qui est là. Que lui aussi, c'est un nouveau sur la chaîne africaine qui n'a jamais été sélectionné, qui a été entraîneur à Brest, qui n'a pas de palmarès. Et avec lui, on essaie d'écrire une nouvelle page du football mauritanien ensemble. Ça ne va pas être facile parce que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2017 vont commencer bientôt. Oh, il faut espérer faire de bons matchs et séduire le public. Je voudrais vous poser une question aussi. Est-ce que Corentin Martins va s'occuper de l'équipe première, de l'équipe du Tchad? Oui. Et puis aussi l'équipe qui doit se qualifier, l'équipe première qui doit se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde? Oui, oui. Il va s'occuper de l'équipe. Oui, c'est une grosse marge de travail. Patrice Neveu faisait la même chose. Il s'occupait de l'équipe A et les locaux aussi, quoi. Ouais. Vous trouvez ça normal, Samy, qu'il ait autant de portefeuilles? Est-ce qu'il a le temps de tout faire? En plus, tu as dit qu'il était, c'est sa première expérience, il me semble, sur un banc. Il était directeur sportif à Brest. C'est pas la même chose. C'est vraiment sa première expérience. Donc, c'est vrai que c'est quand même une charge de travail colossale, gérer toutes les sélections. Il gère aussi les espoirs? Non. Il gère, oui. Donc oui, bon, la Mauritanie a la chance d'avoir une équipe pour la Tchan et une équipe normale, on va dire, quasi similaire. Voilà, c'est sur ça, il y a peu de changements. Donc c'est ce qui pourra aider Corentin Martins à accomplir sa tâche. Mais ça reste quand même une grosse charge de travail. Tout à fait. Alors messieurs, nous allons enchaîner. Nous sommes obligés d'aller très vite. Le TAS qui annule purement et simplement les sanctions prises à l'encontre du Maroc, le comité exécutif de la CAF justement à réagir et adhère. Tiens, mais voyons d'abord les explications avec Jean-Célestin Edjangué et quelqu'un que vous connaissez très bien, Samy, c'est Saïd Afizi. Le sujet.
La Confédération africaine de football, la CAF, a donc entériné ce dimanche au Caire la décision prise le 2 avril par le tribunal arbitral du sport autorisant la Fédération marocaine de football à participer au CAN 2017 et 2019. Une attitude qui clôt définitivement un différend créé par le refus du royaume chérifien d'accueillir la CAN 2015, notamment pour cause d'Ebola. Pour de nombreux observateurs, la CAF n'avait pas vraiment de choix que de s'aligner sur la décision du tribunal arbitral du sport. Le tribunal arbitral du sport a rendu une décision de justice qui oblige la CAF, donc, car la CAF a accepté en dernière juridiction le tribunal arbitral du sport, c'est-à-dire que la CAF ne peut pas faire appel de cette décision-là. La Fédération royale marocaine de football, qui s'était dit grandement étonnée des sanctions de la CAF, s'engageant à prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour faire prévaloir les droits et intérêts du football marocain, a donc finalement eu gain de cause, au risque d'affaiblir l'autorité d'une instance fêtière du football continental. La CAF accepte le tribunal arbitral du sport comme dernière juridiction. Effectivement, on peut dire que ça affaiblit un peu la position d'Issiliatou dans le sens où il est porte-parole justement de ces sanctions-là. Il s'est mis en avant, il a porté ce combat-là. Annulation des sanctions sportives, mais aussi réduction des sanctions financières quant aux dommages et intérêts estimés à 8,75 millions de dollars, soit quelques 8,05 millions d'euros. Le tribunal arbitral du sport a estimé qu'aucune disposition réglementaire ne permettait à la CAF d'obliger le versement de cette indemnité. Voilà, Lassana et Samy, je vais vous demander d'intervenir. Lorsque Saïd dit que c'est de la responsabilité unique d'Issiliatou, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Non, ce n'est pas la responsabilité d'Issiliatou.Issiliatou, il est le président d'un organe qui gère le football africain. Il défend les intérêts du football africain. Par rapport à la décision de la TAS, je comprends un peu la décision du TAS. Par rapport aux joueurs. C'est normal, mais par rapport à l'État marocain, ce que le Maroc a fait, sincèrement, moi, je reste toujours sur le même point de vue que j'avais au départ, ce que le Maroc, c'est de solidariser un moment du football africain. Et donc le Maroc mérite ces sanctions. Financièrement, le Maroc méritait une lourde sanction. Sportivement, il devrait rester là par rapport aux joueurs, par rapport au football marocain, pour ne pas tuer le championnat marocain, le football marocain, mais la sanction financière devrait être lourde. Lassana est clair, hein, Samy. Oui, après, Lassana est clair, mais pas forcément juste. Sincèrement, c'est un débat, on en a 1000 fois parlé. Je suis entièrement d'accord avec M. Saïd Hafizi, pas parce qu'il est présent sur le plateau, mais parce que je suis d'accord avec ce qu'il a dit sur ce reportage. Quand les gens comprendront au bout d'un moment qu'il y avait des portées plus importantes que sportives par rapport à cet enjeu, par rapport à Ebola. Le Maroc est un pays en voie de développement, le tourisme est son économie principale. Quand on voit, mais c'est un peu comme une jeune fille qui trompe son copain. Mais on l'attribue la canne. Et après, le Maroc dit ouais, mais je ne veux plus parce qu'il y a des problèmes. Le Maroc, en fait, c'est ça qui est important, c'est ça qui trompe l'esprit des gens. Le Maroc n'a jamais dit non, je veux plus. Ils ont demandé un report. Jamais le Maroc a refusé. La CAF a refusé le report du Maroc. Donc, logique, oui, une sanction financière, mais une sanction sportive de ce niveau. Trois CAN, dont la CAN 2015. Mais on sentait la CAF vexée. On sentait la CAF vexée. Ils ont réagi à chaud. Et le TAS, donc le tribunal arbitral du sport, a rendu son verdict qui est, à mon sens, le plus logique. Saïd, en deux mots. Oui. En deux mots, je vais le dire en deux mots. Donc moi, les propos là, qui ont été tenus, en l'occurrence que le Maroc se désolidarise du continent africain, c'est des propos qui me choquent profondément. Parce qu'on va rappeler à notre ami Lassana que quand il n'y a aucun pays qui souhaitait notamment abriter les matchs de la Guinée-Conakry, donc la Guinée-Conakry, le pays où il y avait le foyer de virus Ebola. Donc quel est le pays qui s'est seul proposé à recevoir les matchs de qualification de ce pays-là sur son sol, si ce n'est le Maroc? Donc quand on se dit que le Maroc se désolidarise du continent, c'est totalement faux. Le Maroc a juste souhaité protéger sa population en demandant un report de quelques mois ou d'un an de cette compétition-là. Non, mais Saïd, le Maroc... Le Maroc, la compagnie marocaine dessert tous les pays africains. Ils n'ont pas arrêté ça. Alors qu'il y a des pays où il y avait Ebola. Ils ont accepté que la Guinée joue ses matchs à domicile. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ont refusé la Coupe d'Afrique. Alors que c'est pareil. Ce n'est pas la même chose entre des vols réguliers et une seule nation qui se déplace au Maroc.
avec une compétition entière qui génère un flux de population important. C'est tout. Ce n'est pas la même chose logistiquement de gérer les aéroports avec peu de voyageurs ou avec beaucoup de voyageurs. C'est tout. Messieurs, merci en tout cas, ce débat est hyper passionnant. Nous aurons l'occasion bien sûr d'y revenir, car je ne pense pas en tout cas que la CAF va interjeter appel de la décision. Elle ne peut pas. Justement, vous disiez que c'est le sommet du recours. Exactement. Voilà, donc voilà, c'est un arrêt définitif. Merci beaucoup, Monsieur Saïd Hafezi. La présidence de la Commission, et là c'est notre dernière info, de la Commission de l'Union africaine, Dr Kosa Zana, Dlamini Zuma recevra l'ordre du mérite de la Confédération africaine de football en platine ce mardi 7 avril 2015 au Caire. Ce sera lors de la 37e Assemblée générale ordinaire de la CAF dont les travaux s'ouvrent aujourd'hui, vous le savez, en présence du président de la FIFA, M. Sepp Blatter. Il faut noter également bien que la présidente de la Commission de l'Union africaine sera la deuxième personnalité dans l'histoire de la CAF à recevoir cette distinction, la première étant le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Basogo. Et lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Orange, ça s'était passé en Guinée équatoriale le 17 janvier 2015 à Bata. Vous avez remarqué comment nos éditorialistes marocains défendent bien le pays. Donc, je pense qu'ils doivent partir aussi en vacances là-bas très vite. Merci d'avoir suivi la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure après la pause.